Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Une fois n'est pas coutume, le vrai dialogue sera enregistré aujourd'hui, non pas depuis Bruxelles, comme à l'habitude, mais depuis la capitale algérienne, Alger, et plus exactement depuis le centre de presse international à Club des Pins, où se déroule depuis hier, 1er novembre, le 31e sommet de la Ligue des États arabes. Un sommet important à plus d'un titre. C'est la première fois que les chefs d'État et de gouvernement se rencontrent physiquement depuis 2020. Ce grand événement était à l'arrêt à cause du Covid-19. Il est important également car c'est le premier sommet depuis pratiquement la création de la Ligue des États arabes qui a réussi à réunir toutes les factions palestiniennes et pour cause, l'Algérie a mis les bouchées doubles pour rassembler autour de l'OLP tous les partis politiques et tous les mouvements de libération de la Palestine, un exploit qu'il faut imputer à la seule Algérie qui, autour du président de la République algérienne, ses conseillers, ses experts, jour après jour et des mois durant, est née enfin la déclaration d'Alger. Un véritable sursaut de dignité et d'unité qui va ressortir tout au long de ce sommet. L'unité palestinienne, la sécurité alimentaire dans le monde arabe, le regard du reste du monde, tels sont les 3 axes et bien d'autres dont il sera question dans ce numéro spécial du vrai dialogue sur Atypique TV. Pour en parler, je reçois par Skype depuis Bruxelles Adel Atiyeh, ambassadeur et chef de mission adjoint auprès de l'Union européenne. Depuis Genève, Gabriel Galis, président du GIPRI, Institut international de recherche pour la paix à Genève. Avec moi sur le plateau, Monsieur Ahmed Ben Saada, écrivain et analyste politique. Et enfin, Mokhtar Mediouni, expert sécuritaire. Monsieur Mediouni, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Monsieur Ben Saada, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, madame. Je salue depuis Genève Monsieur Galis, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Son Excellence l'ambassadeur de Bruxelles, Monsieur Atiyeh, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir, merci de nous accueillir ici. Je poserai ma première question à Monsieur Mediouni. Monsieur Mediouni, pourquoi ce sommet arabe a été aussi important pour l'Algérie et pour les autres États arabes? Merci justement pour cette question ô combien importante, parce que déjà on parle d'un sommet ordinaire, on l'appelle le sommet ordinaire, mais il est exceptionnel par la conjoncture que traverse le monde actuellement. Donc ça s'impose qu'il soit un peu exceptionnel pour l'Algérie, pour les Arabes, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Union arabe est plus qu'imposée par le déroulement des événements sur la scène internationale. Beaucoup de défis attendent le monde et les Arabes sont dans l'obligation de resserrer les rangs pour faire face aux défis. Ces défis, ils sont multiples. Alors, défis sécuritaires, sécurité alimentaire, problèmes énergétiques, récession économique, tout cela fait que ce sommet a tenu en haleine pas mal de capitales, même si on a reçu que le message, d'ailleurs, Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, on en a parlé dans la clôture de ce sommet, on a reçu un message de soutien de M. Vladimir Poutine. Avant d'aller plus avant, je vous demandais juste l'importance de ce sommet pour l'Algérie, le pays organisateur, mais aussi pour les États arabes. Je poserai la même question. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que M. Mokhtari. Ce sommet est excessivement important dans la mesure où il intervient dans une conjoncture politique internationale très importante, particulière.
Et ce sommet vient après plusieurs années où il n'y a pas eu de sommet arabe, dû au fait à cause de la pandémie de Covid, mais il intervient aussi après le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a rebattu les cartes de toute la politique de la géostratégie mondiale. Troisième point très important, il intervient après que plusieurs pays arabes ont normalisé en même temps avec Israël. Et ces trois points font que ce sommet est particulier. Disons, il intervient dans un moment très particulier, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour tous les pays arabes. Monsieur Gallis, de votre point de vue, l'importance qui a été donnée à ce sommet de la part du pays organisateur, en l'occurrence l'Algérie, mais aussi les autres pays arabes. Oui, et moi j'ai un statut un peu différent parce que je suis extérieur, donc je vais éviter l'ingérence. Je peux essayer d'avoir une appréciation la plus honnête possible. Je dirais même pas objectif, parce que être objectif, ça voudrait dire que nous soyons des objets. Nous sommes des sujets avec des émotions, des cultures, des analyses. Donc je vais essayer d'être honnête. Je pense que l'Algérie reprend quand même un rôle qu'elle a eu dans le passé. Moi, je suis assez âgé pour avoir la distance du recul du temps. Et je me souviens qu'il y a eu de grands sommets, que l'Algérie a été un pays qui a été le porte-parole après son indépendance du non-alignement, des pays en voie de développement, de l'émancipation. Elle a reçu de grands dirigeants du tiers-monde. Et donc, j'ai l'impression qu'elle renoue avec cette tradition-là, et je peux m'en réjouir en disant qu'il faut toujours garder à l'esprit la charte de l'ONU, et j'y reviendrai tout à l'heure si vous me permettez, en citant quelques articles pour moi décisifs. Très bien, moi j'aimerais que l'ambassadeur de Palestine réagisse aussi à la même question. Monsieur Atiyeh. Alors, évidemment, vous vous adressez à la partie peut-être probablement la plus concernée par ce sommet, le sommet d'Algérie. Ce sommet est extrêmement important pour nous, Palestiniens, parce que elle vient pour donner une nouvelle dynamique à la cause palestinienne. Après une longue période, nous avons eu l'impression, nous, les Palestiniens, que la cause palestinienne a été négligée. Parfois, il y a eu les sentiments qu'il a été trahi, et aujourd'hui l'Algérie réussit de nouveau de placer la cause palestinienne au top de l'agenda de la Ligue arabe et souder les positions arabes derrière la résistance, derrière la cause palestinienne, afin de résister à la politique israélienne. Ça, c'est sur le plan palestinien. Sur le plan international, je pense que ce sommet s'inscrit dans un moment extrêmement difficile, dans un moment où le système international est en mutation permanente, et notamment après la guerre Russie et l'Ukraine, et que nous assistons aujourd'hui à l'émergence de nouveaux acteurs, et que le monde arabe doit se positionner par rapport à cette mutation et doit se faire une place pour défendre ses intérêts de la manière la plus efficace. Très bien. Monsieur Gallis, pratiquement tous les chefs d'État et de gouvernement arabes ont répondu présents à l'invitation du président algérien, Monsieur Tebboune, hormis Sa Majesté le roi Mohamed VI et Bachar el-Assad, le président syrien, malgré lui. Quelle est votre lecture par rapport à cette absence du voisin, d'abord, marocain? C'est à moi que vous posez la question? C'est à M. Gallis, oui, s'il vous plaît. Oui. Écoutez, je serai moins disert sur le cas du Maroc, parce que je me suis moins penché sur lui. Ce qu'ils ont de commun, si vous voulez, c'est que la Ligue arabe, c'est bien qu'elle fasse ce premier pas, mais elle a devant elle un immense chantier, parce que d'abord tous les pays, ça c'est un secret pour personne, ne font pas la même analyse
de la situation même régionale. Ils ont eu des positions antagoniques sur un certain nombre de sujets. Mais deuxièmement, et ça m'amènera peut-être à parler de la Syrie ensuite, leurs relations sont surdéterminées par le monde dans lequel nous baignons. Et en particulier par le rôle essentiel que jouent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. On ne va pas les passer un à un en revue, mais on sait bien que qu'on prenne un problème ou un autre, ils sont présents. Ils sont présents économiquement, politiquement, militairement, sécuritairement, etc. Donc, je crois que la querelle de voisinage et la question du Sahara occidental explique en partie l'absence du roi du Maroc. Bon, pour le reste, je laisserai les intéressés en discuter. Je suis plus inquiété par l'absence de la Syrie, parce que j'ai travaillé sur la question de la Syrie et je crois que là, il faut absolument réintégrer un État qui a toute sa place. L'histoire a fait qu'il était un des pionniers de la Ligue arabe et je crois que son absence est regrettable. Alors pour des raisons qu'il appartiendra de développer ensuite, mais j'espère qu'on va pouvoir surmonter cette difficulté. J'ai sous les yeux quand même la charte de l'ONU qui rappelle la souveraineté des États et la non-ingérence, article 1 et article 2, développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect des principes de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Donc je crois que si déjà tout le monde jouait ce jeu-là, y compris les grandes puissances qui ne sont pas présentes ici, eh bien on aurait des choses qui seraient simplifiées. Voilà en première analyse ce que je voudrais dire, sans entrer dans des perspectives polémiques, puisque je suis chercheur pour la paix et je suis irénologue et pas polémologue ni polémiste. Alors justement, M. Mediouni, quelques minutes avant le début de cette émission, ce sommet des États arabes a été clôturé. Il y a eu un communiqué qui a repris un certain nombre de recommandations, notamment la non-ingérence. Comment vous pouvez développer en quelques minutes cet aspect auquel tient tellement les pays arabes? Je pense que les pays arabes ont tiré les leçons du passé, parce qu'à un certain moment, on a agi d'une façon contraire aux intérêts de la nation arabe, en permettant l'ingérence étrangère, justement, parce que, prenons le cas de la Syrie, c'est la Ligue arabe qui a remis le dossier syrien entre les mains du Conseil de sécurité, et on voit ce qu'il est advenu de la Syrie, comme pour le cas de la Libye. Et à ce titre, je rappelle que seule l'Algérie était contre l'intervention en Syrie et l'intervention en Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, les Arabes, en voyant le chaos dans lequel se trouvent ces pays, n'ont pas tiré les leçons du passé? Et puis, en plus, il y a cette crise qui revient toujours, la crise russo-ukrainienne, avec laquelle on tire pas mal de leçons, justement. Et cette ingérence étrangère aujourd'hui, justement, dans la déclaration finale d'Alger de ce sommet, tous les pays arabes, il y a un consensus sur un point très important: éviter et faire face à l'ingérence étrangère dans les questions arabes. Je pense que les Arabes peuvent constituer une force qui se prend en charge, et surtout le respect de la souveraineté. Ils ont surtout insisté sur le respect de la souveraineté de chaque nation et laisser les problèmes de certains pays, tels que la Libye, se régler entre Libyens. Et ça, c'est très important. Parce que depuis 2011, si la Libye n'a pas trouvé encore de solution politique à son problème, c'est parce qu'il y a trop d'intervenants étrangers dans le dossier libyen. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Arabes ont tiré les leçons du passé. Ils veulent reprendre le chemin qui est le leur, cette solidarité et ce soutien pour faire face aux défis de demain. Monsieur Ben Saada, je rappelle que vous êtes auteur, vous êtes analyste politique. Quel est votre point de vue par rapport à cet aspect d'ingérence? Alors, l'ingérence dans les pays étrangers devrait être interdite partout.
ce qu'on voit dans la plupart des pays, des conflits internationaux, très souvent, il y a de l'ingérence étrangère. Qu'on voit, par exemple, ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin, l'interventionnisme américain dans les anciennes républiques soviétiques, par exemple en Géorgie, on a vu ça en Ukraine en 2004, on a vu ça au Kyrgyzstan, par exemple. Il y a eu énormément d'interventionnisme dans les anciennes républiques. Et après, au début des années 2010-2011, nous avons vu aussi une ingérence dans les pays arabes, pas uniquement des pays étrangers, mais aussi de certains pays arabes dans les affaires d'autres pays arabes. Ce qui a mené à ce que les Occidentaux nous ont gratifié d'un nom assez burlesque qui s'appelle le printemps arabe, qui n'est absolument pas un printemps, ça a été une destruction de pays planifiée et malheureusement aidée par certains pays arabes. Et c'est en ce sens que non seulement on doit s'entendre sur le fait que dans les pays arabes, il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence étrangère, mais il ne faut pas aussi que certains pays s'ingèrent dans les affaires d'autres pays arabes. Parce que cette union-là, elle doit être réelle, elle doit être bénéfique pour les peuples et pas ce qui se passe actuellement, où on voit plusieurs pays arabes dans des états lamentables. Je citerai la Libye, je citerai le Yémen, je citerai la Syrie, etc. Donc, il est très important que ce point figure à l'ordre du jour de ce sommet. Cette ingérence est nocive pour n'importe quel pays, mais en particulier pour les pays de notre région. Très bien. Adel Atiyeh, vous étiez pratiquement dans le studio, enfin à travers Skype, quand nous avons pris connaissance des décisions des chefs d'État et de gouvernement arabes ici à Alger. Il a été question d'abord de travailler pour que la Palestine devienne un membre à part entière de l'ONU. Quelle est votre première réaction par rapport à cette décision ? Je pense que face au blocage du processus de paix et la politique israélienne qui vise de manière intentionnelle aujourd'hui de mettre davantage d'obstacles à la solution de deux États, nous sommes dans une situation où on ne peut pas croire qu'un accord avec Israël sera dégagé dans un avenir très proche. Du coup, le leadership palestinien, le président, a pris l'initiative d'aller en avant et demander l'adhésion en tant qu'État membre dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est la riposte palestinienne à la politique israélienne pour affirmer le caractère national de l'État indépendant palestinien. Pardon. Et puis pour protéger les acquis de la cause palestinienne. C'est une stratégie si vous voulez, de fuite en avant vers les institutions internationales pour que le peuple palestinien protège ses droits à l'autodétermination et à l'indépendance. Aujourd'hui, je pense que le message est très clair par la Ligue arabe et je pense que la proposition algérienne de former un comité spécial qui prendra en charge les contacts avec les États membres des Nations Unies. Et je pense que c'est une très bonne décision, je pense que c'est une très bonne stratégie qui répond aux attentes du peuple palestinien, qui vient nous apporter soutien à un moment extrêmement difficile, et notamment à la lumière des résultats des élections en Israël. Donc on ne peut que s'attendre à ce que la situation se complique avec un gouvernement de nouveau à la tête duquel il y aura Netanyahou avec les extrémistes fascistes israéliens de Ben Gvir. Donc notre seule stratégie de sortie de l'impasse, c'est effectivement de demander l'adhésion comme un État à part entière dans les institutions internationales. Et je pense que à cet égard, la Ligue arabe apporte aujourd'hui un message clair, un soutien clair qu'il faudra mettre en œuvre et qu'il faudra commencer le travail dès demain pour réaliser cet objectif.
Je rappelle que l'émission s'appelle Le vrai dialogue et donc vous avez l'entière liberté de réagir quand vous le sentez. J'ai envie juste de faire réagir M. Gallis par rapport à cette décision de la Ligue arabe qui consiste à faire intégrer la Palestine, l'État palestinien, de manière entière à l'ONU. Et je vous demanderai ensuite, professeur Gallis, ce que... on a le sentiment que le sommet arabe d'Alger rappelle l'importance des structures régionales. Où se situe la Ligue des États arabes dans cette démondialisation, j'allais dire? Oui, sur le premier point, je pense que c'est une bonne chose, à condition que l'on n'intègre pas... Vous savez, derrière des États, il y a des peuples. L'État, c'est un montage juridique qui représente un peuple, conventionnellement. Et donc, on peut effectivement reconnaître l'État palestinien à l'ONU. Encore faudrait-il que le peuple palestinien ne soit ni massacré, ni démembré, puisque l'état actuel d'une colonisation croissante fait que l'hypothèse des deux États a été fragilisée par le processus de colonisation. Ça, c'est le premier point. Donc, il faudrait faire les deux choses en même temps. Il faudrait faire l'aspect juridique, mais en même temps que le juridique ne soit pas dissocié du réel. Sur le deuxième point, et avant de répondre directement, je voudrais corroborer ce qui a été dit tout à l'heure sur les ingérences extérieures en prenant un cas qui m'a particulièrement blessé. Il m'a blessé parce que je suis citoyen français et que mon pays était à la manœuvre, ça a été le cas libyen. Vous savez certainement, en tout cas les participants autour de la table savent qu'il y avait une médiation de l'Union africaine qui était en cours pour faire dialoguer le pouvoir libyen avec l'opposition. Et Muammar Kadhafi avait accepté cette médiation. Et finalement, les Occidentaux sont arrivés comme un chien dans un jeu de quilles, pour reprendre l'expression commune, avec une solution militaire, là où il y avait une solution diplomatique qui était en vue. Une solution militaire, je suis encore gentil de parler de solution, parce que cette solution n'a rien résolu en dehors de quelques massacres supplémentaires. Pour le reste, et pour venir à votre question directement, je crois que effectivement, on a pendant des décennies, mais aussi pendant la guerre froide, c'était le contexte. La guerre froide était deux choses. Elle était une architecture internationale, mais pendant quelques décennies, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une espèce de congélation du rapport de force entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Bon, pendant ce temps-là, la Chine émergeait, pendant ce temps-là, d'autres émergeaient, mais pendant un certain temps, on ne l'a pas vu. Et donc, tout à coup, on s'est trouvé dans une situation nouvelle, et ce qui était congelé s'est trouvé dégelé. Et les États ont repris du poil de la bête, en même temps que la superstructure de l'ONU et du droit international, fictivement, en quelque sorte, était maintenue, alors qu'il y avait une puissance dans un monde qui avait tendance, pendant une certaine période, à être unipolaire. Les États-Unis ont eu le sentiment pendant un certain temps, quelques 10 ans à peu près, qu'ils pouvaient faire fonctionner les choses. Mais ça n'a pas marché. Et je pense qu'on arrive à un enseignement, et ce sommet de la Ligue arabe en est l'illustration, qui consiste à dire, il faut revenir à la charte de l'ONU avec la souveraineté des États représentatifs de leur peuple. 2, avant d'accéder à une superstructure internationale globale, mondiale, il faut passer par des solutions régionales. Et la Ligue arabe est une de ces solutions régionales, comme l'Union africaine est une solution régionale, comme l'Union européenne est une autre solution régionale. Et je crois que l'emboîtement de ces différents niveaux fait qu'on y verra plus clair si on arrive à ménager la souveraineté des États-nations, des peuples-nations d'un côté, les regroupements régionaux avec leurs affinités culturelles, géographiques, et puis ensuite, probablement, une espèce de mise en forme, d'harmonisation à un niveau plus global. Voilà, mais ça veut dire qu'il faudra aussi réformer l'ONU, parce que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est un peu anachronique de considérer que ce sont les mêmes
de 1945 à aujourd'hui, alors que le monde a changé, alors que l'Afrique n'a aucun représentant, que l'Asie, qui est quand même la puissance démographiquement, économiquement et politiquement montante, rien qu'avec la Chine et l'Inde, n'a que pour représentant la Chine, et encore depuis quelques décennies, puisque vous savez qu'à l'origine, ce n'était pas la République populaire de Chine. Donc on est dans cette situation où il faut procéder à un aggiornamento du rapport des forces dans un esprit de paix. Et la paix, je voudrais ajouter un dernier mot, comme le disent les grands philosophes, y compris Spinoza, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. C'est pas parce qu'on ne fait pas la guerre avec des armes à quelqu'un qu'on respecte la paix. La paix, c'est un état d'esprit, c'est une vertu, c'est une disposition positive et amicale. Et la charte de l'ONU le dit. Et à cet égard, l'injurance, c'est pas simplement franchir les frontières, c'est ne pas nourrir des ONG qui veulent saboter le gouvernement, c'est ne pas faire de sabotage économique, c'est ne pas faire des embargos qui asphyxient un peuple. Je ne vous donne pas les détails, mais si vous voulez, au JPRI, nous avons travaillé sur toutes ces modalités des guerres modernes, de la guerre moderne, et je pense que ce sont autant de défis que la Ligue arabe va devoir affronter. Très bien. Tout au début de cette émission, M. Mediouni avait fait allusion à M. Poutine, hein, le président de la Fédération de Russie. M. Poutine a envoyé un message à la Ligue arabe, à ce sommet d'Alger de la Ligue des États arabes. Il a dit soutenir ce sommet. Il a appelé aussi, notamment, les Arabes à jouer un rôle à l'international. J'aimerais connaître de votre part votre grille de lecture par rapport à ce message de M. Poutine, et je vais commencer avec M. Mediouni. Ok, d'accord. Alors donc, il n'y avait pas que le message de M. Poutine, et justement, c'est ça ce que je voulais souligner. Il y a le message aussi de M. Xi Jinping, le président de la République de Chine, de soutien à ce sommet arabe. C'est vrai que les Arabes, aujourd'hui, avec 450 millions d'habitants, pratiquement c'est un demi-milliard de la population arabe, la superficie, elle est importante, les richesses, elles sont là. C'est un monde qui peut jouer, qui peut peser énormément dans l'échiquier mondial qui se dessine aujourd'hui. Il ne faudrait plus qu'on nous voit comme un grand baril de pétrole et un grand coffre d'argent. Aujourd'hui, les Arabes doivent défendre des intérêts pour les générations futures. Il y a une autre génération d'Arabes aujourd'hui, une jeunesse, elle est plus consciente, qui est exigeante sur la défense de ses ressources, sur la défense de ses souverainetés. Et justement, aujourd'hui, la rue arabe, elle compte énormément dans les décisions politiques. Preuve en est, les dernières positions arabes, allez, je rappellerai juste l'OPEP+, ça donne une tendance de changement dans l'attitude arabe qui pense beaucoup plus maintenant à ses propres intérêts qu'à faire plaisir aux intérêts de l'Occident. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Et c'est pour cela que cette région, elle peut peser demain dans l'échiquier mondial. Elle peut être une puissance sur laquelle on peut compter dans la prise de décision politique au niveau international. Votre grille de lecture par rapport au message du président Poutine et puis pourquoi pas aussi celui de la Chine populaire. Exactement. Donc, en fait, ce qui est intéressant de noter actuellement, c'est que le sommet d'Alger qui vient de se tenir ces 2 derniers jours attire l'attention de chefs d'État en dehors de la Ligue arabe, en fait, des États qui sont non arabes. Et à mon avis, cela se fait dans le contexte géopolitique mondial. C'est-à-dire qu'après cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, nous assistons à un changement géopolitique majeur qui permettra certainement dans le futur de passer d'un système unipolaire à un système multipolaire. Et donc, ce changement multipolaire doit se faire avec les pays arabes parce qu'ils en ont les capacités. Ils ont l'énergie, ils ont une population conséquente, ils ont un territoire très important. Et si les pays arabes arrivent à s'unir pour les intérêts de leur peuple, ils peuvent avoir leur mot à dire dans la politique étrangère et ils peuvent aussi former un pôle important
parmi le système multipolaire qui se dessine actuellement. Et c'est, à mon avis, c'est ce que voient aussi bien les leaders russes que les leaders chinois ou les leaders d'autres pays. Et c'est probablement ce qui va se passer, à mon avis. On cherche à avoir des pays qui s'alignent pour que l'hégémonie occidentale ne soit plus celle qui mène le monde actuellement. Très bien. Adel Atiyeh, la même question, mais j'ajouterai en même temps le silence de l'Union européenne. Et corrigez-moi si je me trompe, il y a eu message ou pas de la part de l'Union. Et je rappelle, Excellence, que vous êtes ambassadeur et chef de mission adjoint de l'État palestinien auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Je n'ai pas encore vu de déclaration de la part de l'Union européenne concernant la réunion de la sommet des pays arabes aujourd'hui. Peut-être que la déclaration viendra plus tard. Mais ceci peut s'expliquer par la volonté de maintenir un système d'hégémonie occidentale sur la vie internationale. Et je pense que M. Ben Saada l'a bien signalé, la guerre entre la Russie ou la guerre qui a déclenché la Russie contre l'Ukraine, à mon sens, ce n'est pas uniquement une guerre de Donbass et de Lugansk. Je pense qu'à l'origine derrière ceci, c'est une contestation de la Russie, de système à domination américaine. La Russie conteste ce régime de domination impériale qu'il appelle la domination américaine et elle encourage l'émergence de nouvelles puissances, que ce soit des puissances régionales collectivement ou des puissances individuelles de certains pays. Et je pense que c'est là qu'il faut trouver, qu'il faut chercher l'explication de ce message de soutien de Poutine à la Ligue arabe, ce pour inviter la Ligue arabe dans ce monde où on assiste à des changements de paradigme, de multipolarité pour remplacer l'unipolarité, l'hégémonie américaine, et que cela le souhait de ce nouveau acteur de se faire une place. Et je pense qu'on a raison d'espérer qu'aujourd'hui la Ligue arabe sort avec des positions fermes pour défendre les intérêts du peuple arabe. 450 millions d'habitants, c'est pratiquement la population de l'Union européenne. Si on ne parle pas de la richesse, de la position stratégique dont jouit les pays arabes, et effectivement et évidemment pour nous en tant que Palestiniens, la reconstruction du système régional arabe, donner de la force au système régional arabe va certainement renforcer la cause palestinienne et aider le peuple palestinien à réaliser ses objectifs nationaux. Très bien. La lecture ou le ressenti du professeur Galis par rapport aux deux messages chinois et russes et peut-être l'absence de Washington? Oui, moi je souscris à ce qu'a dit M. Atiyeh. Il n'est pas allé jusqu'au bout, mais il a dit la moitié de ce que je voulais dire. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre par procuration de l'Ukraine. En réalité, c'est un projet américain de contrôle de l'Eurasie. Je voudrais rappeler le livre de M. Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier, qui est sous-titré. D'ailleurs, le sous-titre n'est pas le même en anglais et en français. En français, le sous-titre, c'est l'Amérique et le reste du monde. Et en anglais, c'est American Primacy and its Geostrategic Imperatives, ce qui devrait se traduire par la suprématie américaine et ses impératifs stratégiques. Vous entendez bien, la suprématie américaine, pas la multipolarité. Donc, le projet de Brzezinski, qui a été théorisé par lui, mais on trouve d'autres auteurs américains, c'est bel et bien, d'une part, de contrôler l'Eurasie, et d'autre part d'utiliser l'Ukraine comme levier principal entre la partie occidentale et la partie orientale pour des raisons économiques en plus. Vous avez vu que l'un des fils du président des États-Unis est en délicatesse pour des affaires de business, y compris avec l'Ukraine, il y a quelques années. Donc on est dans une situation où je crois que malheureusement, les États-Unis font la loi, et malheureusement, comme le disait Zbigniew Brzezinski, les Européens se comportent en vassaux.
ce sont les vassaux des anciens systèmes. Il l'écrit noir sur blanc. Et moi, j'ai eu l'occasion, sous votre direction, Leïla, de discuter avec un membre du Parlement européen. J'ai discuté de Brzezinski. Je lui ai demandé s'il l'avait lu et qu'est-ce qu'il en pensait. Visiblement, les Européens sont hors jeu. L'Europe est en train de sortir de l'histoire, entre guillemets, comme dirait Monsieur Fukuyama. Alors, on est donc dans une situation où la Chine prend conscience de son rôle et la Russie aussi. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'avec l'affaire ukrainienne et l'affaire de Taïwan, les États-Unis sont en train d'attaquer l'Eurasie par les deux bouts. C'est pas par hasard si ces deux pays sont particulièrement d'actualité, et la Chine et la Russie se unissent leurs forces, et je constate d'ailleurs que la Russie et la Chine ont de bonnes relations avec des pays arabes qui n'ont pas toujours de bonnes relations entre eux. C'est assez extraordinaire, c'est qu'ils arrivent à maintenir un jeu d'équilibre assez savant. Donc moi je suis favorable au multilatéralisme et à la multipolarité, d'autant que les Européens n'ont pas été à la hauteur du rôle historique qu'ils ont joué dans le passé. Ils ont quand même porté la civilisation pendant un certain temps. Ils ont eu un apport à l'humanité, mais depuis, ils semblent s'être soumis passivement à ce qui se décide de l'autre côté de l'Atlantique, et je le regrette vivement. Une dernière question à vous quatre, et peut-être ensuite un dernier mot de la part de chacun. Vous avez tous les quatre évoqué la crise ukrainienne. Si cette guerre en Ukraine déborde, quel risque pour les pays arabes? Qui commence? Qui répond le premier? Voilà, justement, on est en train de voir dans cette crise ukrainienne pratiquement le même scénario qui s'est déroulé en Libye. Donc il y a eu profusion d'armes de partout qu'on déverse sur un État qui perd pratiquement ses structures, et ça constitue un danger pour la paix et la stabilité mondiale. Donc si ces armes, qui sont sophistiquées aujourd'hui, se retrouvent entre des mains mal intentionnées, ça pourrait déborder et déstabiliser d'autres pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que le défi sécuritaire est très important, et la Ligue arabe, justement, elle en a parlé dans son sommet. Et l'Algérie, avec son expertise qui est sollicitée par le monde entier quant à la lutte antiterroriste, et Dieu seul sait que l'Algérie a lutté toute seule pendant des années contre le phénomène du terrorisme, peut apporter sa contribution aux pays arabes et aux autres afin de se prémunir de ce qui peut arriver dans ce cadre-là. Alors, il est clair que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie est une guerre par procuration des États-Unis disons de l'OTAN contre la Russie. C'est une guerre hégémonique. Mais ce qui attire l'attention, en fait, dans cette guerre-là, c'est le fait que depuis des années, depuis des décennies, on annexe des territoires palestiniens au vu et au su de tout le monde, et personne ne réagit, pas de sanctions contre Israël, rien qui est fait. Et voilà que tout d'un coup, il y a des Ukrainiens blonds aux yeux bleus qui se font envahir par leurs voisins, et tout le monde s'offusque de cela. Et tout le monde veut des sanctions contre l'un et l'autre. Ce deux poids, deux mesures des pays occidentaux est inadmissible. Et il montre l'hypocrisie de ces pays-là, il montre la dangerosité de ce que c'est que l'unipolarité. C'est-à-dire que quand on décide du sort de gens sous des prétextes qui n'ont rien à voir avec l'humanisme, mais qui ont à voir avec des intérêts politiques et des intérêts commerciaux et financiers. Adel Atiyeh, le deux poids deux mesures par rapport à la Palestine, le conflit israélo-palestinien. Je pense, comme M. Ben Saad l'a bien souligné, aujourd'hui c'est flagrant la politique de double standard, que j'appelle d'ailleurs non seulement une politique de double standard sur le plan politique, mais sur le plan moral, parce que, comme cela a été dit, tout d'un coup, soudainement, on trouve la communauté internationale et notamment le monde occidental déployer les expressions justes, qualifier une situation de manière tout à fait juste par rapport au droit international,
la situation de l'Ukraine, alors que ça fait 75 ans que nous, les Palestiniens, on dit regardez, il y a une occupation, regardez, il y a eu des opérations de nettoyage ethnique, regardez, il y a des destructions, il y a des punitions collectives et ainsi de suite. Ce même pays qui aujourd'hui milite pour obtenir des positions des institutions internationales, des positions fermes à l'égard de l'Ukraine, ce sont pratiquement les mêmes pays qui s'adressent au Conseil des droits de l'homme à Genève pour s'abstenir ou voter contre des résolutions pour condamner l'État d'Israël. Ça devient, avec l'affaire de l'Ukraine, extrêmement flagrant et extrêmement embarrassant. Je commence à le sentir un tout petit peu chez mes collègues diplomates ici qu'il y a une situation d'embarras. Mais si vous me le permettez, je pense que nous sommes aujourd'hui, et les pays arabes, la Ligue des États arabes et le peuple, les populations arabes, nous avons une opportunité aujourd'hui qu'il faut saisir cette opportunité. Le monde est une mutation et que nous devons nous faire une place et que nous devons défendre nos intérêts de la manière la plus efficace afin finalement pour qu'on devienne des acteurs sur la scène internationale. En ce qui concerne la cause palestinienne, je pense qu'il y a nul doute que la force du peuple palestinien ou la force de notre existence en Palestine, d'abord, il est lié à notre capacité de résister. Il est lié à notre capacité en tant que peuple palestinien, notre capacité de résilience face à la politique israélienne, mais il est aussi lié directement par rapport au soutien qui vient des gouvernements et des pays arabes. Et je pense que depuis la normalisation de certains pays arabes avec Israël il y a 3 ans, on peut voir sur le terrain qu'Israël s'acharne dans la construction des colonies, que les attaques israéliennes sont extrêmement sévères contre la population palestinienne, qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas penser qu'aller vers Israël, ça va aider les Palestiniens, alors que les résultats aujourd'hui sur le terrain nous montrent que cette main tendue des pays arabes envers Israël, la riposte israélienne était par plus des attaques, par plus de répression, par plus de colonisation, par plus de démolition des maisons. Regardez la politique de judaïsation qu'Israël pratique aujourd'hui dans la ville sainte de Jérusalem. Et je suis très content que cette question de Jérusalem a été un point central aujourd'hui dans les discussions des régions arabes. Et Jérusalem, si on continue à ce rythme, chers amis, d'ici 10 ans, moi je suis en Palestine tous les 3-4 mois, mais d'ici 10 ans, on trouvera pas un seul citoyen palestinien, musulman ou chrétien dans la ville de Jérusalem. Nous avons besoin de la solidarité arabe, nous avons besoin d'un Ligue arabe très fort, nous avons besoin des gouvernements arabes très déterminés afin d'arrêter cette politique, afin de mettre fin, afin de stopper la politique israélienne, que ce soit la politique de judaïsation à Jérusalem, que ce soit la politique de colonisation. Donc, une position arabe forte, elle est dans l'intérêt du peuple palestinien. Ça nous donne la force dans notre résistance, ça nous donne la force dans notre résilience face à Israël, et tout déséquilibre et tout dysfonctionnement du système régional arabe, eh bien, ces conséquences négatives sont extrêmement sévères pour le peuple palestinien et la cause palestinienne. Gabriel Gallis, sur la même question, si cette crise ukrainienne perdure, quels risques, quelles conséquences, quelles retombées pour la région du monde arabe? Moi, je voudrais prolonger ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement le double standard et notre institut non seulement dénonce, mais travaille sur ces dossiers. Nous avons travaillé sur la question de l'eau entre Israéliens et Palestiniens. Nous avons travaillé sur la question de l'Irak avec des Irakiens. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cette catastrophe dont là aussi l'Occident n'a pas voulu parler. Je n'ai pas vu fleurir les drapeaux irakiens sur les mairies européennes, alors que maintenant on met des drapeaux ukrainiens quand les Américains sont arrivés là-bas avec leurs alliés, entre autres les Polonais et les Ukrainiens. D'ailleurs, il y avait même des troupes ukrainiennes sous commandement polonais. On oublie ça en Irak. Bon. Deuxièmement, ce qui m'inquiète, c'est la fragilisation, la politisation des organisations internationales. Vous avez une instrumentalisation de l'ONU qui est de plus en plus patente, et puis vous avez même jusqu'à la Cour pénale internationale. Je voudrais quand même rappeler, au moment où la Cour pénale internationale, par la voix de son procureur,
décide de poursuivre le président Poutine et de poursuivre les autorités russes, au même moment, la même Cour pénale internationale décide de ne pas poursuivre les États-Unis pour des crimes de guerre en Afghanistan. Avec le motif juridiquement aberrant, et je suppose que plusieurs des invités ont fait des études de droit, que les talibans avaient été plus horribles que les Américains en Afghanistan. D'abord, c'est pas prouvé, et puis deuxièmement, c'est un argument qui n'a aucune valeur. On ne dit pas puisqu'un tel est plus horrible, on va l'attaquer, et le moins horrible, qui a tué par drone, on va le laisser tranquille. Donc moi, je suis très inquiet, si vous voulez, et je reviens à cette affirmation sur l'utilité des alliances régionales, des unions régionales, Ligue arabe, Union africaine ou autre. Je pense que c'est par là qu'il va falloir reconstruire le système international qui est de plus en plus accaparé par les Occidentaux. Ils ont un bras militaire qui est l'OTAN, ils ont un bras économique jusqu'à l'Organisation mondiale du commerce, qui n'est pas non plus blanche comme neige et pas aussi multilatérale qu'elle voudrait le faire croire. Les grandes puissances y ont un poids prédominant, ça s'appelle même le salon vert à l'Organisation mondiale du commerce. Si vous êtes parmi la gentry, vous êtes dans le salon vert. Sinon, vous attendez dehors, il y a des témoignages d'ambassadeurs africains. Donc je pense que non seulement il faut que les pays arabes s'unissent, mais il faut qu'ils soient soutenus de l'extérieur par les non-arabes. La cause palestinienne, la cause du monde arabe, c'est pas seulement l'affaire des Arabes, c'est la dignité de l'humanité, et ça suppose que les citoyens européens, je parle de ce que je connais, je balaye devant ma porte, étant un Européen, je ne vais pas parler au nom des Américains ou des Australiens, mais je pense que nous avons notre part de responsabilité et nous devons la prendre. Nous devons la prendre politiquement, nous devons interpeller nos élus, nous devons nous unir et puis nous devons soutenir les initiatives qui sont celles de la défense des droits des peuples. Voilà ma position, mais si vous voulez, pour le reste, je ne prédis pas l'avenir, je ne suis pas astrologue et je ne suis pas prévisionniste non plus. Et les quelques fois où j'ai fait des prévisions, je me suis trompé, donc maintenant, j'en fais plus. Donc, vous insinuez la crise, hein, donc la crise ukrainienne, les conséquences de la crise ukrainienne dans le monde arabe. Moi, j'ai l'impression, vous avez tous les quatre évacué cette question et vous m'avez parlé d'autre chose. C'est dire la nécessité d'un dialogue, un vrai dialogue entre l'Orient et l'Occident, entre le monde arabe et le monde occidental, entre les deux rives de la Méditerranée. Monsieur Mediouni, franchement, un point a été central dans ce sommet européen en relation avec la crise ukrainienne, c'est la... qu'est-ce que j'ai dit? Le sommet européen. Le sommet européen, pardonnez-moi. Voilà. Je vais m'intéresser davantage au sommet arabe, je vous le promets. Donc, un mot sur la sécurité alimentaire dans le cas où cette crise perdure. Est-ce que les pays arabes, tous les pays arabes, une partie, lesquels seront les plus touchés par cette crise? Vous savez, dans l'ensemble arabe, il y a des pays plus vulnérables. On citera, qui sont en crise. On citera le Yémen, on citera le Soudan. Il y a 15 millions de personnes qui sont en détresse justement au Soudan. Il y a 2 millions d'enfants qui sont en malnutrition au Yémen. Donc il y a des régions, il y a la Somalie, il y a les dettes qui pèsent énormément sur ces économies-là. Donc avec le prix, vous savez, aujourd'hui cette crise de céréales, même avec de l'argent, on ne peut pas trouver. Parce que certains pays, d'ailleurs, parlant de cette crise céréalière ou ce transport de céréales, qui est-ce qu'on a profité? Parce que quand on a demandé à la Russie de lever l'embargo sur les ports et qu'il y a eu la médiation turque dans ce contexte-là, qui est-ce qu'on a donné comme cause? C'est que l'Afrique va mourir de faim si on ne débloque pas les ports. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a reçu, l'Afrique? Tout le blé est parti vers l'Europe. D'accord? Donc aujourd'hui, les États arabes, tous les États, le reste de la planète, je dirais la jungle, ont compris qu'il est temps de penser à se sécuriser sur le plan de l'autosuffisance alimentaire. Donc, d'abord, faire des démarches, avoir des relations de partenariat pour avoir justement ces denrées de première nécessité, mais surtout lancer des politiques inter-arabes, de développement inter-arabe,
parce que je pense que les terres arabes sont riches, elles sont fertiles et que l'argent existe pour produire des céréales et être parmi les pays exportateurs de céréales. L'enjeu, il est là aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement un problème énergétique, parce que la région arabe, elle dispose de cette énergie, mais aujourd'hui, elle doit penser à investir énormément dans l'agriculture pour se mettre à l'abri. Vous êtes d'accord avec M. Magnoni, M. Ben Oui, je Saada? suis parfaitement d'accord. J'aimerais souligner en fait que ce point est excessivement important et je salue la vision de ces chefs d'État qui ont mis ce point justement parce que en fait, il est inadmissible que dans des pays arabes aussi riches, qui sont pour la plupart très riches, on a de la famine dans certains pays membres de la Ligue arabe, et que ces pays souvent nécessitent l'intervention de pays étrangers pour subvenir à leurs besoins. Vous comprenez? Donc, un des chantiers majeurs de cette Ligue arabe, ce serait d'assurer la sécurité alimentaire et d'éradiquer la famine dans les pays arabes. En plus, comme le disait mon collègue, on a les ressources nécessaires, il y a l'argent nécessaire, il y a l'énergie nécessaire pour produire des céréales, pour être au moins autosuffisant par rapport à ce problème et ne pas dépendre de guerre, ne pas dépendre de l'étranger. Et cet aspect alimentaire est d'importance cruciale parce qu'il touche directement les peuples. Nous ne parlons pas de politique politicienne, nous parlons de manger, boire, se vêtir, etc. Donc si nous n'arrivons pas en tant que Ligue arabe, en tant que pays arabe, à subvenir aux besoins élémentaires de nos peuples, ben, ça ne sert à rien de nous réunir. Très bien, il nous reste vraiment plus beaucoup le temps. Je vais donner 30 secondes à chacun. Libre à vous, dites ce que vous voulez. Un dernier mot. Monsieur Gabriel Gallis. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir permis de participer à cette discussion. J'ai obtenu des informations et des éclairages de personnes éminemment qualifiées. Ça me rassure. Je pense que parmi les ressources, il n'y a pas que les ressources en pétrole ou en blé, il y a les ressources intellectuelles. Et que la richesse des peuples, c'est aussi dans le cerveau de ces populations, de ces dirigeants, de ces chercheurs. Et ça, c'est positif. Deuxièmement, vous savez, comme le dit une célèbre formule que j'aime bien reprendre, il faut le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Je pense que c'est un peu une contradiction, mais la vie est faite de contradictions. Quand on regarde le monde tel qu'il est, il y a bien des raisons de s'inquiéter, mais il faut voir les ferments de positivité, les ferments de résistance, et finalement, il ne faut pas désespérer, car il y a des ressources de tous ordres, il y a la solidarité, je crois que la solidarité internationale existe, la bataille est énorme, on est en train de changer de monde, le vieux monde meurt, comme disait Antonio Gramsci, le monde nouveau naît, et c'est dans les accouchements, dans les souffrances de l'accouchement d'un nouveau monde que nous nous trouvons. Donc voyons la positivité, non pas pour se cacher des vrais problèmes, on les a énumérés en long, en large et en travers, mais pour nous dire malgré ces problèmes, nous pouvons aller plus loin et les surmonter. Adel Ateye. Bon courage à la Ligue arabe et aux pays arabes. Monsieur Ateye, en 30 secondes aussi. Alors, merci à l'Algérie qui a placé la question palestinienne, la cause palestinienne en haut de l'échelle, qui a nommé ce sommet arabe au nom de la Palestine et de la réconciliation. Et pour le dire brièvement, la force du peuple palestinien est la force du système régional arabe de la Ligue arabe. Si on assiste à des dysfonctionnements, à des accords au sein de la Ligue arabe, ceci a un impact extrêmement dangereux sur la cause palestinienne et sur la capacité du peuple palestinien à résister face à l'occupation israélienne. Il est temps aujourd'hui que les pays arabes parlent d'une seule voix, que la Ligue arabe canalise ses forces et il parle au monde en langage des intérêts pour porter la cause palestinienne, encore une fois, et la remettre sur l'agenda des institutions internationales afin de mettre fin à cette occupation qui dure depuis très longtemps. Très bien. Mokhtar Madouni, un dernier mot. Alors, en 30 secondes, d'abord, je suis citoyen d'un pays et d'un peuple qui ont toujours prôné la paix, le respect des souverainetés, le dialogue comme moyen de solution des crises. Donc, je suis fier de vivre dans la jungle et de ne pas être dans le jardin de Joseph Borrell.
Voilà. J'aimerais beaucoup que M. Ben Saada dise un mot pour éclairer nos téléspectateurs francophones de par le monde. Il a évoqué M. Borrell, Joseph Borrell, qui est le haut représentant de la politique étrangère de l'Union européenne et qui avait lâché il y a quelques jours que de l'autre côté de la Méditerranée, dans le nord, en Europe, on est dans un jardin et pour le reste du monde, c'est la jungle. Alors on aimerait que la Ligue arabe transforme cette jungle en jardin et laisse les autres parler pendant le temps qu'il leur faut, parce que en fait cette vision très, je dirais, colonialiste de ce haut représentant européen est une image de ce que c'est que la politique qui est quand elle est dirigée par un groupe de pays qui ne sont pas majoritaires dans le monde, mais qui possèdent le savoir et qui possèdent des ressources économiques très importantes. Donc, si on écoute Monsieur Borrell, on devrait serrer les coudes et aller encore plus loin dans l'union entre les pays arabes pour justement ne pas subir les colibés de ces personnes. Et en fait, pour finir, j'aimerais souhaiter un grand succès à ce sommet et surtout que les résolutions qui vont être prises aujourd'hui ne seront pas des lettres mortes et que ce seront applicables au niveau des peuples, parce qu'une Ligue arabe, un sommet de chefs d'État n'est rien si ce sommet-là, les résolutions qui sont prises dans ce sommet-là, ne se transforment pas en des choses pratiques et importantes pour les peuples. Voilà. J'ai envie de vous dire combien j'ai été ravée, honorée de vous recevoir dans ce vrai dialogue et pour la première fois dans la capitale algérienne, Alger. Et puis j'ai envie de dire un énorme merci à Assia, Mourad, Younes, Kader, Islam, Nadir et puis beaucoup d'autres depuis notre arrivée à Alger il y a quelques jours. Merci aux autorités algériennes d'avoir mis tout ce qu'il faut pour nous permettre de faire notre travail efficacement. Merci vraiment. Merci Madame, Monsieur d'avoir été avec nous. Cette émission s'achève. Je vous retrouverai peut-être à Bruxelles la semaine prochaine pour une émission, mais de nouveau je reviendrai de ce côté-ci de la Méditerranée, mais cette fois-ci à Djerba, où se tient un autre sommet, celui de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et j'espère recevoir là-bas le président de la République, Monsieur Kais Saied. Merci encore, au revoir, et merci à Alger et merci à l'Algérie. Au revoir.